Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Un petit peu trop de soleil. Non, ça va aller. Je vais reprendre tout de suite Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est une lecture que j'ai déjà réalisée hier, mais j'étais à la plage et on entend bien plus les bruits alentour que ma voix. Je vais publier cette vidéo aussi, comme ça vous pourrez profiter du coucher de soleil et à défaut de profiter du chapitre 30 de Jane Eyre que je vais reprendre maintenant. Voilà, non, c'est le 29. Chapitre 30. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore pour votre écoute. Chapitre 30. Plus je connaissais les hôtes de Moor House, plus je les aimais. Au bout de quelques jours, je fus suffisamment rétablie pour rester levée toute la journée et sortir de temps en temps. Je partageais les occupations de Diana et de Mary. Je causais avec elles autant qu'elles le désiraient et les aidais quand elles le permettaient. Je trouvais dans ce commerce un plaisir réconfortant et nouveau pour moi, plaisir résultant d'un parfait accord de goût, de sentiments et de principes. J'aimais lire les livres qu'elles aimaient, ce qui leur plaisait faisait mes délices. J'avais de la considération pour leur jugement. Elles affectionnaient leur maison isolée et je trouvais, moi aussi, un charme puissant et de tous les instants à cette modeste et vieille bâtisse grise, aux toits bas, aux fenêtres à petits carreaux, aux murs croulants, avec son avenue de vieux sapins, tous inclinés du même côté par la poussée violente des vents de la montagne, son jardin assombri par les ifs et les houx, et dans lequel ne s'épanouissaient que les fleurs des espèces les plus robustes. Elles s'étaient attachées à la lande violette qui enserrait leur demeure, au vallon creux vers lequel descendait le sentier cavalier caillouteux partant de leur porte et qui serpentait d'abord entre des talus de fougères, puis au milieu de quelques petits paccages, les plus sauvages qui aient jamais bordé un désert de bruyère ou donné pâture à un de ces troupeaux de moutons gris, comme il y en a dans ces landes avec leurs petits agneaux au museau couvert d'une laine mousseuse. Elles aimaient ce paysage, dis-je, avec un vif enthousiasme. Je comprenais ce sentiment et le partageais dans toute sa force et sa sincérité. Je voyais ce que ces lieux avaient de fascinant. Je sentais le caractère sacré de leur solitude. Mes yeux se plaisaient à contempler le contour des collines et des vallées, l'ardente coloration que donnaient aux crêtes et aux creux la mousse, la bruyère, le gazon fleuri, les fougères lustrées, les roches de granit tendre. Tous ces détails étaient exactement pour moi ce qu'ils étaient pour elles. Autant de sources de plaisir pur et douce. Le vent soufflant en rafale, la brise légère, les jours âpres, les jours sereins, le lever ou le coucher du soleil, les clairs de lune, les nuits nuageuses, tout dans cette contrée exerçait sur nous un semblable attrait. J'étais prise dans le même réseau magique qui les ensorcelait. À la maison, l'entente était aussi parfaite. Elles avaient l'une et l'autre plus de talent que moi, elles étaient plus instruites, mais dans ce sentier du savoir où elles m'avaient devancée, c'est avec ardeur que je suivais leurs traces. Et le soir, c'était un vrai plaisir que de discuter avec elles sur mes lectures de la journée. Nous avions les mêmes idées, les mêmes opinions. Bref, nous étions en parfaite harmonie. S'il y en avait une dans notre trio qui surpassait les autres et dont l'influence était plus manifeste, c'était Diana. Belle, pleine de vigueur, elle m'était physiquement bien supérieure. Dans l'influx nerveux de son être, il y avait une richesse de vie, une exubérance sans aucune défaillance qui soulevait mon admiration tout en déconcertant mon entendement.
Je tenais bien la conversation pendant un certain temps au début de la soirée, mais le premier élan d'enthousiasme et de volubilité passé, j'étais heureuse de m'asseoir sur un tabouret au pied de Diana, la tête sur ses genoux, et de les écouter, elle et Mary, approfondir le sujet que je n'avais fait qu'effleurer. Diana m'offrit de m'enseigner l'allemand. J'aimais étudier avec elle. Je voyais que son rôle de professeur lui plaisait et lui convenait. Celui d'élève ne me plaisait et ne me convenait pas moins. Nos natures s'accordaient à merveille. Aussi en résulta-t-il une affection réciproque très profonde. Quand elles eurent découvert que je savais dessiner, leurs crayons et leurs boîtes de couleurs furent aussitôt à ma disposition. Mon talent, supérieur au leur dans ce seul domaine, les surprit et les ravit. Mary restait assise à me regarder travailler pendant des heures, puis elle prit des leçons, et ce fut une élève docile, intelligente, assidue. Du fait de ses occupations et de ses distractions mutuelles, les jours semblaient des heures et les semaines des jours. L'intimité qui s'était établie si naturellement et rapidement entre ses sœurs et moi ne s'étendait pas jusqu'à Mr. St. John. Une des causes de la distance qui nous séparait encore venait de ce qu'il restait relativement peu à la maison. Une grande partie de son temps était consacrée à la visite des malades et des pauvres de sa paroisse, dont la population était disséminée. Aucune intempérie ne l'empêchait jamais de faire ses tournées pastorales. Qu'il plût ou qu'il fît beau, ses heures d'études du matin terminées, il prenait son chapeau et, suivi de Carlo, le vieux pointeur de son père, partait pour accomplir sa mission d'amour ou de devoir. Je ne sais pas très bien sous quel jour il l'envisageait. Parfois, quand le temps était particulièrement mauvais, ses sœurs protestaient. Il leur répondait alors avec un curieux sourire, plutôt solennel que joyeux. Si je me laissais détourner de ces tâches faciles par la moindre bourrasque ou par une simple ondée, comment une telle mollesse me préparerait-elle à l'avenir auquel je me destine ? Diana et Mary avaient l'habitude de répondre à cette interrogation par un soupir et demeuraient tristement songeuses durant quelques instants. Mais, en dehors de ces fréquentes absences, il y avait un autre empêchement à se lier d'amitié avec lui. Il était d'un caractère réservé, distant, sombre même. Plein de zèle dans l'exercice de son ministère, irréprochable dans sa vie, dans ses mœurs, il ne paraissait pourtant pas jouir de cette sérénité d'esprit, de ce contentement intérieur qui devrait être la récompense du chrétien sincère et du philanthrope agissant. Il lui arrivait souvent, le soir, lorsqu'il était assis à la fenêtre, son pupitre et ses papiers devant lui, de cesser de lire ou d'écrire, de prendre son menton dans sa main et de s'abandonner à je ne sais quelle rêverie qui le troublait, l'agitait, comme le révélaient ses yeux aux pupilles dilatées lançant de fréquents éclairs. Je crois aussi que la nature n'était pas pour lui la même source de joie que pour ses sœurs. Il exprima une fois seulement en ma présence, la forte impression que lui faisait éprouver l'âpre charme des collines et l'attachement inné qu'il avait pour le toit sombre et les vieux murs gris qu'il appelait sa maison. Mais il y avait plus de mélancolie que de plaisir dans le ton et les mots qui traduisaient ses sentiments. Il n'errait jamais dans la lande pour le plaisir de son silence rassérénant. Il ne recherchait jamais, pour s'y laisser prendre, les 1000 enchantements tranquilles qu'elle offrait. Comme Mr. St. John était peu communicatif, il se passa un certain temps avant que j'eusse l'occasion de scruter son esprit. C'est en l'entendant prêcher dans sa propre église, à Morton, que j'eus un premier contact avec la nature même de cet esprit. Bonsoir. Je voudrais pouvoir rapporter ce sermon, mais cela dépasse mes moyens. Je ne puis même pas rendre facilement l'effet qu'il produisit sur moi. Ce sermon débuta calmement, et vraiment, si l'on ne considère que le débit et le ton de la voix, il se termina aussi calmement. Un zèle ardent, mais contenu avec rigueur, se manifesta bientôt dans les accentuations et communiqua à sa parole nerveuse une force sans cesse réprimée, condensée, maîtrisée. Le cœur vibrait, l'esprit était étonné par la puissance du prédicateur, mais ni l'un ni l'autre n'en recevait le moindre apaisement. Tout le serment était imprégné d'une étrange amertume sans la moindre douceur consolatrice.
Les allusions aux sévères doctrines calvinistes sur le libre arbitre, la prédestination, la réprobation étaient fréquentes, chacune résonnant comme un arrêt du destin. Quand il eut terminé, loin de me sentir meilleur, plus calme, mieux éclairé, j'éprouvais une indicible tristesse, car il me semblait, j'ignore si les autres eurent la même impression, que la source d'où cette éloquence jaillissait était troublée par le limon des espoirs déçus, agitée par les inquiétantes impulsions de fougueux désirs insatisfaits et d'aspirations tourmentées. J'étais certaine que St. John Rivers, malgré la pureté de sa vie, sa haute conscience, le zèle qu'il déployait, n'avait pas encore trouvé cette paix de Dieu qui dépasse tout entendement. Il ne l'avait pas plus trouvé que moi, songeais-je, moi qui, devant mon idole brisée et mon paradis perdu, était secrètement torturé par des regrets dont j'avais évité de faire état ces derniers temps, regrets qui m'obsédaient, me tyrannisaient impitoyablement. 1 mois s'était alors écoulé. Diana et Mary allaient bientôt quitter Moor House pour reprendre dans un décor bien différent la vie tout autre qui les attendait, celle d'institutrice dans une grande ville mondaine du sud de l'Angleterre. Chacune y avait sa situation dans des familles opulentes mais pleines de morgue, où elles étaient tenues pour d'humbles subalternes par des personnes qui n'avaient pas la moindre idée de leurs qualités naturelles exceptionnelles et ne se souciaient pas de les découvrir. Leur talent y était apprécié au même titre que l'habileté de la cuisinière ou le bon goût de la femme de chambre. Mr. St. John ne m'avait rien dit encore de l'emploi qu'il avait promis de me trouver. Il était pourtant urgent que j'eusse une occupation, quelle qu'elle fût. Un matin, restée seule avec lui dans le salon durant quelques minutes, je me hasardai à m'approcher de l'embrasure de la fenêtre que sa table, son fauteuil et son pupitre transformaient en une sorte de cabinet de travail. J'étais sur le point de lui adresser la parole, sans trop savoir comment formuler ma requête, car il est toujours difficile de briser cette réserve glaciale qui isole les natures comme la sienne, lorsqu'il m'évita cette peine en parlant le premier. « Vous avez quelque chose à me demander ?» fit-il, relevant la tête tandis que je m'approchais. « Oui. Je voudrais savoir si vous avez entendu parler d'un emploi qui pourrait me convenir. J'ai trouvé, ou plutôt je vous ai organisé quelque chose. Voici déjà 3 semaines, mais comme vous paraissiez heureuse ici, ou vous avez su vous rendre utile, comme mes sœurs se sont visiblement attachées à vous et trouvent un rare plaisir en votre compagnie, j'ai jugé inopportun de mettre fin à notre commun bonheur avant que leur proche départ de Marsh End ne rendît le vôtre inévitable. « Elles vont partir dans 3 jours, répondis-je. « Oui, et quand elles ne seront plus là, je regagnerai le presbytère de Morton où Hannah m'accompagnera et cette vieille maison sera fermée. » J'attendis quelques instants, pensant qu'il allait poursuivre la conversation sur le sujet que nous venions d'aborder. Mais ses pensées semblaient avoir pris un autre cours. Je vis à son air qu'il n'avait plus conscience de ma présence, ni de ce qui me préoccupait. Je fus obligée de rappeler son attention sur un sujet qui était nécessairement d'un intérêt primordial pour moi et motivait mon anxiété. « Quel emploi aviez-vous en vue, Monsieur Rivers ? J'espère que ce retard ne l'aura pas rendu plus difficile à obtenir. »« Oh non, puisqu'il ne tient qu'à moi de vous le donner, qu'à vous de l'accepter. » Il s'arrêta de nouveau, comme s'il lui était pénible de poursuivre. L'impatience me gagna. Les quelques mouvements que je fis dans mon agitation, le regard vif et pressant que je fixais sur son visage, lui exprimèrent ce que je ressentais aussi clairement que l'eussent fait des paroles, et ce fut bien plus facile. « Il n'y a pas lieu pour vous d'être si pressé de savoir, continua-t-il. Laissez-moi vous dire franchement que je n'ai rien d'enviable ou d'avantageux à vous proposer. Avant que je m'explique, veuillez, je vous prie, vous rappeler que je vous ai nettement prévenu que, si je vous aidais, ce serait dans la mesure où un aveugle aide un paralytique. Je suis pauvre, car je sais que lorsque j'aurai payé les dettes de mon père, tout ce qui me restera de mon patrimoine sera cette maison qui tombe en ruine, la rangée de sapins ravagés qui se trouve derrière, et le lopin de lande avec les ifs et les ou qui est devant. Je suis obscur. Rivers est un vieux nom, mais des 3 seuls descendants de la race, 2 gagnent le pain du salarié au milieu d'étrangers, et le 3e ne se sent chez lui dans son pays natal ni pour y vivre, ni même pour y mourir.
Oui, il estime celui-ci et il est tenu de croire qu'un tel destin l'honore. Aussi n'aspire-t-il qu'au jour où sera posée sur ses épaules la croix qui rompra les liens des attaches charnelles, lorsque le chef de cette église militante dont il est l'un des membres les plus humbles ordonnera « Lève-toi et suis-moi ». Saint John avait prononcé ces paroles comme il prononçait ses serments, d'une voix calme et profonde. Aucune rougeur n'avait monté à ses joues, mais ses yeux rayonnaient, lançaient des éclairs. Il reprit. « Et puisque je suis moi-même pauvre et obscur, je ne puis offrir qu'un emploi pauvre et obscur. Il se peut que vous le trouviez humiliant, car je le vois à présent, vous avez des habitudes que le monde qualifie de raffinées, vos goûts vous portent vers un idéal et vous avez pour le moins vécu avec des personnes de bonne éducation. Toutefois, je pense qu'aucun travail n'est dégradant s'il peut améliorer nos semblables. Plus aride et inculte est le terrain où s'exerce l'effort du chrétien, plus restreinte est la récompense de son dur labeur, plus grand en est l'honneur qui lui revient. En de telles conjonctures, sa destinée est celle du pionnier. Or, les premiers pionniers de l'Évangile ont été les apôtres. Leur chef a été Jésus, le Sauveur lui-même. Eh bien, dis-je, le voyant s'arrêter de nouveau, continuez. Avant de poursuivre, il me regarda. On eût dit qu'il lisait tout à loisir sur mon visage, comme si lignes et traits eussent été des caractères imprimés sur une page. Les conclusions qu'il tira de cet examen, il les exprima partiellement dans les déclarations suivantes. Je crois que vous allez accepter la situation que je vous offre, que vous la garderez pendant un certain temps, mais pas toujours. De même que je ne pourrai remplir toute ma vie la fonction paisible et modeste, restreinte autant que vous comme en moi, autant que restrictive, de pasteur dans un village d'Angleterre, car en vous comme en moi, il est un élément qui, pour être différent, n'en fait pas moins obstacle au repos. Expliquez-vous, fis-je avec insistance, comme il s'arrêtait encore. Je vais le faire, et vous allez apprendre combien ce que je vous propose est humble, médiocre, assujettissant. Je ne resterai pas longtemps à Morton, alors que mon père est mort et que je suis mon propre maître. Je quitterai ce village, probablement d'ici 1 an, mais jusqu'à mon départ, j'entends faire tous mes efforts pour l'améliorer. Morton, quand j'y suis arrivée il y a 2 ans, n'avait pas d'école. Tout espoir de progrès était refusé aux enfants des pauvres. J'ai fondé une école de garçons. J'ai l'intention d'en ouvrir une seconde, à présent, pour les filles. J'ai loué un local à cet effet, avec une petite maison de 2 pièces attenante, pour y loger l'institutrice dont le salaire sera de 30 livres par an. La maison est déjà meublée, très simplement, mais de façon suffisante, grâce à la bonté d'une demoiselle, Miss Oliver, la fille unique du seul homme riche de ma paroisse, Mr. Oliver, le propriétaire d'une fabrique d'aiguilles et d'une fonderie dans la vallée. Cette demoiselle paiera l'éducation et l'habillement d'une orpheline de l'hospice qui, en retour, devra seconder la maîtresse dans la tenue de sa maison comme de l'école, les occupations de l'institutrice ne lui laissant pas le temps de faire elle-même ses travaux. Voulez-vous être cette maîtresse d'école ? Il m'avait posé cette question avec précipitation, semblant s'attendre à avoir repoussé son offre avec indignation, sinon avec dédain. Il ne connaissait pas toutes mes pensées, tous mes sentiments. Bien qu'il les eût devinés quelquefois, il ne pouvait prévoir les perspectives sous lesquelles j'envisagerais cette situation. Elle était certes bien humble, mais elle me donnait un abri. Or, j'avais besoin d'un abri sûr. Elle exigeait un patient labeur, mais était indépendante si on la comparait à la situation d'une institutrice dans une famille. Et la crainte de la servitude chez des étrangers pénétrait dans mon cœur à la façon d'un glaive. Ce n'était pas une situation dégradante, sans dignité, ni moralement avilissante. Ma décision fut prise. « Je vous remercie de votre proposition, Monsieur Rivers. Je l'accepte de grand cœur. »« Mais m'avez-vous bien compris, dit-il. C'est une école de village. Vous n'aurez comme élèves que des filles pauvres, des filles de paysans, tout au plus des filles de fermiers. Tricoter, coudre, lire, écrire, compter, voilà tout ce que vous aurez à leur enseigner. À quoi serviront vos talents et la plus grande part de tout ce qui alimente votre esprit, vos sentiments, vos goûts ? Je les réserverai pour le moment où ils pourront redevenir utiles, ils se conserveront. Vous rendez-vous bien compte de ce que vous allez entreprendre ? Mais oui.
Il sourit alors, non d'un sourire amer ou triste, mais avec une évidente satisfaction et d'un air enchanté. Quand voulez-vous entrer en fonction ? Je prendrai possession de ma maison demain et si vous le voulez, j'ouvrirai l'école la semaine prochaine. Très bien, c'est entendu ainsi. Il se leva et se mit à marcher dans la pièce. S'arrêtant, il me regarda de nouveau, hochant la tête. « De quoi n'êtes-vous pas satisfait, monsieur Rivers ?» demandai-je. « Vous ne resterez pas longtemps à Morton. »« Non, non. Pourquoi ? Quelle raison avez-vous de parler ainsi ? Je vois cela dans vos yeux. Ils ne sont pas de ceux qui promettent de garder toujours la même vie uniforme. Je ne suis pas ambitieuse. » À ce mot, il tressaillit et répéta. « Non. Qui parle d'ambition ? Qui a de l'ambition ? Je sais que j'en ai, mais comment l'avez-vous découvert ? Je parlais de moi. Si vous n'êtes pas ambitieuse, vous êtes... » Il s'arrêta court. « Quoi donc ? » J'allais dire passionnée, mais peut-être ce mot mal interprété vous eût-il offensé. Je veux dire que les affections, les sympathies humaines exercent sur vous un très grand pouvoir. Je suis certain que vous ne pourrez vous contenter longtemps de passer vos loisirs dans la solitude et de consacrer vos heures de travail à des occupations monotones, sans le moindre stimulant, pas plus que je ne puis me contenter, ajouta-t-il avec insistance, de vivre ici, embourbé dans ces marécages, enfermé dans ces montagnes où ma nature, celle que Dieu m'a donnée, est contrecarrée, où les facultés dont le ciel m'a fait présent sont paralysées, inutiles. Vous voyez maintenant jusqu'à quel point je suis en contradiction avec moi-même. Moi qui ai prêché de se contenter d'un humble sort et justifié la vocation de ceux-là même qui s'occupent à couper le bois et à puiser l'eau au service de Dieu. Moi, son ministre ordonné, voilà que l'appétit d'action me fait presque délirer. Il faudra trouver le moyen de concilier les inclinations et les principes. Il quitta la pièce. En ces courts instants, j'en avais plus appris sur lui que durant tout le mois précédent. Toutefois, il m'intriguait encore. Diana et Mary Rivers devenaient plus tristes, plus silencieuses à l'approche du jour où elles allaient quitter leur frère et leur maison. Toutes deux s'efforçaient de ne rien laisser paraître, mais le chagrin qu'elles devaient combattre était un de ceux que l'on ne peut surmonter ou cacher complètement. Diana laissait entendre que cette séparation serait bien différente de toutes celles qu'elles avaient connues jusque-là. En ce qui concernait St. John, ce serait une séparation de plusieurs années, peut-être même une séparation définitive. Il sacrifiera tout, ses affections familiales, des sentiments encore plus forts, à la décision qu'il a prise depuis longtemps, disait-elle. St. John, tout en ayant l'air calme, Jane, cache une nature essentiellement agitée. On le croirait doux, et pourtant, en certains cas, il est inexorable comme la mort. Ce qu'il y a de plus grave est que ma conscience ne me permet guère de le détourner de son austère décision, qui est belle, noble, chrétienne, bien qu'elle me brise le cœur. Évidemment, il ne peut être question de l'en blâmer, ne fût-ce qu'un seul instant. Et de ses beaux yeux, les larmes jaillirent. Mary inclina davantage la tête sur son ouvrage. « Nous n'avons plus de père, nous n'aurons bientôt plus de foyer, ni de frère, » murmura-t-elle. Un petit incident survint alors, qui semblait avoir été décrété par le destin pour démontrer la vérité de cet adage. Un malheur ne vient jamais seul. Et accroître leur peine de toute l'amertume de cet autre adage, il y a loin de la coupe aux lèvres. St. John passa devant la fenêtre en lisant une lettre et entra. « Notre oncle John est mort, dit-il. » Les deux sœurs parurent frappées, sans toutefois être bouleversées ou consternées. La nouvelle semblait leur paraître plus importante qu'affligeante. « Il est mort ?» répéta Diana. « Oui. » Elle fixa sur le visage de son frère un regard scrutateur. « Et alors ?» demanda-t-elle à voix basse. « Et alors ?» répliqua-t-il, ses traits conservant une immobilité de marbre. « Et alors ?» Mais rien. Tenez, lisez. Il lui jeta la lettre sur les genoux. Elle la parcourut et la passa à Mary. Mary la lut en silence et la rendit à son frère. Tous trois se regardèrent, échangeant un sourire triste et rêveur. « Amen. Nous vivrons quand même, dit enfin Diana. De toute façon, notre situation n'en sera pas aggravée, remarqua Mary. Cela ne fait qu'aviver en esprit la vision de ce qui eût pu être, dit Mr. Rivers.
Le contraste avec la réalité s'en trouve un peu trop accusé. Il plia la lettre, la mit dans son pupitre, qu'il ferma à clé et sortit de nouveau. Durant quelques minutes, personne ne parla. Diana se tourna alors vers moi et me dit « Jen, vous devez être étonnée par notre mystérieux comportement et croire que nous avons le cœur bien dur en ne nous voyant pas plus émus par la mort d'un aussi proche parent qu'un oncle. Mais nous ne le connaissions pas, nous ne l'avions jamais vu. Il était le frère de ma mère. Mon père et lui s'étaient brouillés depuis longtemps. Ce fut sur son conseil que mon père risqua la majeure partie de ses biens dans la spéculation qui l'a ruiné. Ils se firent mutuellement des reproches, se séparèrent fâchés et ne se réconcilièrent jamais. Mon oncle se lança ensuite dans des entreprises plus heureuses et il a, paraît-il, réalisé une fortune de 20 000 livres. Ne s'étant jamais marié, il n'avait d'autres proches parents que nous et une personne qui lui est alliée au même degré. Mon père avait toujours caressé l'espoir que mon oncle réparerait son erreur en nous laissant ce qu'il possédait. Cette lettre nous informe qu'il a tout légué jusqu'au dernier penny à cette autre parente, à l'exception de 30 guinées à partager entre St. John, Diana et Mary Rivers pour l'achat de 3 bagues de deuil. Bien entendu, il avait le droit d'agir à sa guise, et pourtant, la réception de cette nouvelle nous jette un froid passager. Nous nous serions estimés riches, Mary et moi, avec 1 millier de livres chacune. Quant à St. John, pareille somme lui eût été précieuse pour ses bonnes œuvres. Ceci dit, il n'en fut plus parlé, et ni Mr. Rivers ni ses sœurs n'y firent d'autres allusions. Le lendemain, je quittai Marsh End pour Morton. Le jour suivant, Diana et Mary partirent pour la ville éloignée de B, 1 semaine plus tard, Bath. Mr. Rivers et Anna regagnèrent le presbytère et la vieille demeure fut abandonnée. Chapitre 31. Ma maison, puisque j'ai enfin trouvé une maison, est un cottage. Une petite pièce aux murs blanchis à la chaux, au sol recouvert de sable, contenant 4 chaises peintes, une table, une horloge, un bahut garni de 2 ou 3 assiettes, de plats et d'un service à thé en faïence de Delft. Au-dessus, une chambre de même dimension que la cuisine, avec un lit en bois blanc et une petite commode, encore trop grande pour être remplie par ma garde-robe sommaire, bien que la gentillesse de mes aimables et généreux amis l'ait augmentée d'un apport modeste d'objets indispensables. C'est le soir. J'ai congédié la petite orpheline qui me tient lieu de servante après lui avoir donné une orange pour salaire. Je suis assise seule près de l'âtre. J'ai ouvert ce matin l'école du village avec 20 élèves. 3 seulement savent lire. Aucune ne sait écrire ni compter. Plusieurs tricotent, quelques-unes font un peu de couture. Elles parlent avec l'accent le plus accusé de la région. Pour le moment, nous avons de la peine à nous comprendre mutuellement. Certaines ont des manières frustes, elles sont rudes, intraitables aussi bien qu'ignorantes. Mais d'autres sont dociles, ont le désir d'apprendre et montrent des dispositions qui me font plaisir. Je ne dois pas oublier que ces petites paysannes, grossièrement vêtues, ne sont pas d'une chair et d'un sang moins bons que les rejetons des familles dont la généalogie atteste la plus haute noblesse. Les germes de qualités natives exceptionnelles, de délicatesse, d'intelligence, de sentiments généreux, peuvent aussi bien exister dans leur cœur que dans celui des enfants les mieux nés. Mon devoir sera de développer ces germes, et j'arriverai bien à trouver quelque bonheur dans l'accomplissement de cette tâche. Je n'attends pas beaucoup de plaisir de la vie qui s'ouvre devant moi, mais elle m'en procurera sans doute suffisamment pour vivre au jour le jour, si je sais discipliner mon esprit et exercer mes talents comme je le dois. Avais-je été heureuse, calme, satisfaite, durant les heures que j'avais passées ce matin et cet après-midi là-bas, dans l'humble salle de classe dénudée? Afin de ne pas me faire illusion à moi-même, je dois répondre non. Je m'étais sentie extrêmement seule. J'avais eu, oui, sotte que je suis, j'avais eu l'impression d'un avilissement. Je me demandais si je n'étais pas descendue d'1 degré dans l'échelle sociale, au lieu de m'y élever. J'avais la faiblesse d'être effrayée par l'ignorance, la pauvreté, la vulgarité de tout ce que j'entendais et voyais autour de moi. Mais je ne vais pas m'accabler de reproches ni me mépriser pour avoir éprouvé ce sentiment. Je sais que ce n'était pas bien, c'était déjà un grand pas de fait. Je vais m'efforcer de le dominer. Demain, je l'espère, j'en triompherai en partie et d'ici quelques semaines, peut-être l'aurai-je complètement maîtrisé.
Dans quelques mois, la chose est possible. Le plaisir de constater les progrès et le perfectionnement de mes élèves aura-t-il changé mon aversion en satisfaction ? En attendant, il est bon que je me pose cette question. Eût-il mieux valu céder à la tentation, écouter la passion et, sans effort, sans lutte, m'être laissé prendre dans le piège soyeux, m'être endormi sur les fleurs qui le dissimulaient, me réveiller sous le ciel du midi dans le luxe d'une villa de plaisance, vivre aujourd'hui en France, être la maîtresse de Mr. Rochester et passer la moitié de mon temps dans des transports d'amour ? Car il m'eût aimé, oh oui, il m'eût beaucoup aimé pendant quelque temps. Il m'aimait réellement, nul ne m'aimera plus jamais ainsi. Plus jamais je ne recevrai le doux hommage rendu à la beauté, à la jeunesse, à la grâce, car jamais d'autres yeux que les siens ne trouveront ces charmes en moi. De moi, il était amoureux et fier. Nul autre homme ne le sera plus jamais. Mais où va s'égarer mon esprit ? Que signifient ces divagations ? Mieux valu, je le demande, que signifient ces divagations ? Que signifient surtout les sentiments qui m'envahissent ? Eût-il mieux valu, je le demande, vivre à Marseille et esclave insensé, enfiévré d'un bonheur illusoire, jouir pendant 1 heure de paradisiaques délices, puis l'instant d'après, suffoqué de remords, de honte, en pleurant des larmes amères, ou être institutrice de village, libre et honnête, dans un coin perdu de montagne et balayé des vents, au cœur de la roborative Angleterre ? Oui, je sens à présent que j'ai eu raison de m'en tenir au principe, à la loi, de repousser le fol entraînement d'un moment de délire et de lui résister. Dieu m'a guidé dans ce juste choix, j'en rends grâce à sa providence. Lorsque j'en fus là de ma rêverie vespérale, je me levai et gagnai le pas de la porte, afin de contempler le coucher du soleil en ce jour de moisson, ainsi que les champs tranquilles qui s'étendaient devant mon cottage. Celui-ci, comme l'école, était à un demi-mille du village. Les oiseaux faisaient entendre leur dernier chant. L'air était doux, la rosée embaumée. Devant ce spectacle, je me croyais heureuse et fus toute surprise de me trouver bientôt en larmes. Pourquoi pleurais-je ? Je pleurais devant le destin qui m'avait arraché à l'amour profond de mon maître. Je pleurais sur lui, que je ne reverrai plus, sur la douleur désespérée, l'inévitable fureur causée par mon départ, qui allait peut-être l'entraîner loin du droit chemin, trop loin pour laisser l'espoir d'un ultime retour. Cette pensée me fit me détourner du splendide ciel crépusculaire et de la vallée solitaire de Morton. Je dis qu'elle était solitaire, car dans la partie qui m'était visible, rien d'autre n'apparaissait que l'église et le presbytère, à demi cachés dans les arbres, et, tout au loin, le toit de Valley Hall, où le riche Mr. Oliver et sa fille habitaient. J'appuyai mon front contre l'encadrement en pierre de ma porte, détournant ainsi les yeux, lorsqu'un bruit léger, venant de la barrière qui séparait mon minuscule jardin de la prairie voisine, me fit relever la tête. Un chien, le vieux Carlo, le pointeur de Mr. Rivers, reconnu aussitôt, poussait de son museau le portillon sur lequel St. John se tenait appuyé, les bras croisés. Les sourcils froncés, il fixait sur moi un regard si grave qu'il me trahissait presque du mécontentement. Je le priai d'entrer. « Non, je ne puis rester. Je vous apportais seulement un petit paquet que mes sœurs ont laissé pour vous. Je crois qu'il contient une boîte de couleurs, des crayons et du papier. » Ce présent était le bienvenu et je m'approchai pour le prendre. Il examina mon visage avec gravité, me sembla-t-il, tandis que je m'avançais vers lui. Les traces de mes larmes s'y remarquaient sans doute encore. « Votre première journée de travail vous a-t-elle paru plus pénible que vous ne vous y attendiez ?» demanda-t-il. « Oh non, au contraire, je crois qu'avec le temps, je m'entendrai fort bien avec mes élèves. » Mais peut-être votre installation, votre cottage, votre mobilier ont-ils déçu votre attente ? Tout cela est en vérité bien modeste, mais mon cottage, interrompis-je, est propre, j'y suis bien à l'abri. Mon mobilier est suffisant et commode. Tout ce qui m'entoure m'inspire de la reconnaissance, non de la tristesse. Je ne suis ni assez sotte, ni assez sybarite pour regretter tapis, sofa et argenterie. D'ailleurs, il y a 5 semaines, exilé, mendiant et errant, je ne possédais rien. À présent, je ne suis plus seule au monde, j'ai un foyer et de quoi m'occuper. Je suis émerveillée de la bonté de Dieu, de la générosité de mes amis, de mon sort enviable.
Je ne me plains de rien. Mais la solitude ne vous accable-t-elle pas? La petite maison, là, derrière vous, est sombre et vide. À peine ai-je eu le temps de jouir de ma tranquillité, je n'ai donc pu souffrir de mon isolement. Très bien. J'espère que vous éprouvez la satisfaction que vous exprimez. En tout cas, votre bon sens vous dira qu'il est encore trop tôt pour vous abandonner aux craintes hésitantes de la femme de Lot. Naturellement, j'ignore ce que vous veniez de quitter quand je vous ai rencontré. Mais je vous conseille de résister avec fermeté à la tentation de regarder en arrière. Poursuivez avec persévérance la tâche que vous venez d'entreprendre. Poursuivez-la au moins pendant quelques mois. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire, répondis-je. Saint John reprit. C'est un dur effort de maîtriser l'impulsion de ses inclinations, de contrarier ses penchants naturels, mais je sais par expérience que ce n'est pas impossible. Dieu nous a donné, dans une certaine mesure, le pouvoir de forger notre destinée. Quand nos énergies réclament une subsistance qui leur est refusée, quand notre volonté nous pousse avec force vers un chemin qui ne nous est pas permis de suivre, nous ne devons ni mourir d'inanition, ni nous immobiliser en proie au désespoir, mais chercher pour notre esprit une autre nourriture aussi substantielle, peut-être plus pure que le fruit défendu auquel il aurait tant voulu goûter, et construire pour nos pas aventureux une route qui, pour être plus raboteuse, n'en sera pas moins droite, moins large que celle dont le sort nous a interdit l'accès. Il y a 1 an, j'ai été très malheureux moi aussi. Je croyais m'être trompé en entrant dans les ordres. L'uniformité des devoirs que j'avais à remplir m'ennuyait à périr. Je brûlais de mener dans le monde une vie plus active, de me livrer au labeur stimulant d'une carrière littéraire, de devenir artiste, écrivain, orateur, tout, plutôt que prêtre. Oui, sous mon surplis de pasteur battait le cœur d'un homme politique, d'un soldat, d'un adorateur de la gloire, d'un amoureux de la renommée, d'un passionné du pouvoir. Je descendis en moi-même. Ma vie était si misérable qu'il fallait la modifier ou mourir. Après une période d'obscurité et de lutte, la lumière se fit, le secours me vint. Mon existence rétrécie, s'élargissant soudain, me sembla une plaine sans limite. En entendant l'appel du ciel, mes facultés prirent leur essor, rassemblèrent leurs forces, étendirent leurs ailes et s'élevèrent vers l'infini. Dieu allait me confier un message. Mais pour le porter au loin, le transmettre dignement, le talent, la force, le courage et l'éloquence, toutes les plus hautes qualités requises du soldat, de l'homme d'État ou de l'orateur étaient nécessaires. Le bon missionnaire doit les posséder toutes. Je résolus donc de devenir missionnaire. Dès lors, mon état d'esprit ne fut plus le même. Les liens qui paralysaient mes facultés se relâchèrent, ne laissant rien de la servitude, si ce n'est sa douleur irritante que le temps seul pourrait guérir. Mon père, il est vrai, s'opposa à ma détermination. Mais depuis sa mort, je n'ai plus de véritable obstacle à surmonter. Quelques affaires à régler encore, trouver un successeur pour Morton, me libérer par l'évasion ou la rupture d'un ou 2 réseaux où je suis prise au piège des sentiments. Suprême conflit avec la faiblesse humaine, mais dont je suis sûre de sortir vainqueur parce que j'ai juré de vaincre. Et je quitterai l'Europe pour l'Orient. Il avait dit cela du ton contenu, mais énergique, qui lui était particulier. Quand il eut cessé de parler, ses yeux se fixèrent, non pas sur moi, mais sur le soleil couchant, vers lequel se portaient aussi mes regards. Nous tournions tous deux le dos au sentier qui, à travers les prés, aboutissait à la barrière. De ce sentier envahi par l'herbe, aucun bruit de pas n'était parvenu jusqu'à nous. Et à cette heure, dans ce décor, le murmure berceur de l'eau coulant dans la vallée se faisait seul entendre. Aussi sursautâmes-nous lorsqu'une voix joyeuse, douce comme le tintement d'une cloche argentine, s'écria « Bonsoir, monsieur Rivers, et bonsoir, mon vieux Carlo. Votre chien est plus prompt à reconnaître ses amis que vous, monsieur. Il a dressé l'oreille et remué la queue dès que je suis arrivé au bas de la prairie, et vous continuez à me tourner le dos. » C'était vrai. Bien que Mr. Rivers fût tressailli aux premiers accents de cette voix mélodieuse, comme si la foudre avait déchiré un nuage au-dessus de sa tête, il était demeuré à la fin de la phrase, les bras posés sur la barrière, le visage vers l'ouest, dans la même attitude où l'avait surpris celle qui lui parlait. Il se retourna enfin avec une lenteur voulue. J'eus l'impression qu'une vision avait surgi à ses côtés. À 3 pieds de lui, penchée sur Carlo qu'elle caressait, apparut une forme vêtue de blanc, svelte, jeune et gracieuse, aux contours arrondis.
Lorsqu'elle releva la tête, après avoir rejeté son long voile en arrière, il put voir un visage d'une fraîche et parfaite beauté. Parfaite beauté. C'est là une expression péremptoire. Je la maintiens pourtant sans autre qualification, car les traits les plus charmants que le climat tempéré d'Albion ait jamais formés, le teint de lys et de rose le plus pur que ces brises humides et ces ciels vaporeux aient jamais produit et protégé, justifiaient présentement ce terme. Cette jeune fille, à la physionomie régulière et délicate, sans la moindre imperfection, possédait tous les attraits. De grands yeux sombres, expressifs, de même forme et de même couleur que ceux des tableaux de maître, bordés de longs cils noirs ombreux qui leur donnaient un pouvoir de douce fascination. Des sourcils tracés au pinceau, rehaussant l'éclat de ses yeux, un front blanc et lisse qui ajoutait une grande sérénité à la beauté plus vive de son teint éclatant. Des joues d'un pur ovale, fraîches et veloutées, des lèvres non moins fraîches, vermeilles de santé et d'un dessin charmant, des dents régulières, étincelantes, sans le moindre défaut, un petit menton rempli de fossettes, une abondante chevelure, somptueux ornement. Ce visage, en un mot, réunissait tous les éléments de l'idéale beauté. Je regardais cette belle créature avec émerveillement. Je l'admirais de toute mon âme. Certes, la nature l'avait traitée en enfant gâté et, oubliant son habituelle parcimonie de marâtre dans la distribution de ses dons, avait, telle une généreuse aïeule, comblé son enfant chéri. Que pensait St. John Rivers de cet ange terrestre? Je me posais tout naturellement cette question en le voyant se tourner vers elle et la regarder. Tout naturellement aussi, j'en cherchais la réponse sur son visage. Ses yeux s'étaient déjà détournés de la pairie pour se fixer sur une touffe de marguerite qui avait poussé près de la barrière. « C'est une soirée délicieuse, mais il est bien tard pour vous promener seul, dit-il, écrasant sous son pied les corolles neigeuses des fleurs qui s'étaient refermées. « Oh, je ne suis revenue de Hesse, elle nomma une grande ville distante d'une vingtaine de milles, que cet après-midi. Papa m'a dit que vous aviez ouvert votre école et que la nouvelle institutrice était arrivée. Aussi, après le thé, ai-je mis ma capote et grimpé jusqu'ici pour la voir. C'est elle ?» fit la jeune fille en me désignant. « Oui, dit St. John. « Croyez-vous que vous vous plairez à Morton ?» demanda-t-elle avec une simplicité naïve et directe qui, bien qu'enfantine, était agréable. « Je l'espère. J'ai tout lieu de le croire. » « Avez-vous trouvé vos élèves aussi appliqués que vous le souhaitiez ? » ?»« Mais oui. »« Votre maison vous plaît-elle ? » ?»« Beaucoup. » »« L'ai-je gentiment meublée ? » ?»« Très gentiment, certes. »« Ai-je fait un bon choix en vous donnant Alice Foot pour vous aider ? » ?»« Ah oui, elle est docile et adroite. »« C'est Miss Oliver, l'héritière, songeai-je, aussi dotée par la fortune que par la nature. Je me demande quelle heureuse conjonction de planètes a présidé à sa naissance. »« Je monterai quelquefois vous aider à faire votre classe, ajouta-t-elle. Ce sera pour moi une distraction de vous rendre visite de temps en temps. J'aime bien les distractions. Puis je me suis amusée, Monsieur Rivers, pendant mon séjour à Hesse. Hier soir, ou plutôt ce matin, j'ai dansé jusqu'à 2 heures. Depuis les émeutes, le 1e régiment y est en garnison et les officiers sont bien les hommes les plus agréables du monde, car ils font honte à tous nos jeunes rémouleurs, à tous nos marchands de ciseaux. Je crus remarquer, l'espace d'un moment, que tout en avançant sa lèvre supérieure, Mr. St. John esquissait de sa lèvre inférieure une moue dédaigneuse. Il est certain qu'en entendant parler ainsi la rieuse jeune fille, sa bouche se contracta fortement et le bas de son visage prit une sévérité et une rigidité inaccoutumées. Il leva les yeux, qu'il tenait fixés sur les marguerites, et les tourna vers elle. Ce fut un regard sans sourire, scrutateur, plein de signification. Elle lui répondit par un nouveau rire. Le rire convenait bien à sa jeunesse, à son teint rose, à ses fossettes, à ses yeux brillants. Comme il demeurait là, muet et grave, elle se remit à caresser Carlo. « Pauvre Carlo, il m'aime, lui. Il n'est ni sévère ni distant avec ses amis. S'il pouvait parler, il ne garderait pas le silence. » Tandis qu'elle caressait la tête du chien, se penchant avec la grâce qui lui était naturelle devant son maître, jeune et austère, je vis une rougeur envahir le visage de ce maître. Je vis ses yeux graves, troublés par un irrésistible émoi, s'adoucir sous l'effet d'une flamme soudaine. Sa beauté d'homme, alors qu'il était ainsi transporté d'ardeur, ne le cédait guère à celle de la visiteuse. Sa poitrine se souleva, comme si son vaste cœur, lassé d'une despotique contrainte, s'était dilaté en dépit de sa volonté et avait bondi avec force pour parvenir à la liberté.
mais il le réfréna. À la façon, semble-t-il, d'un cavalier résolu qui veut maîtriser le coursier qui se cabre. Il ne prononça pas un mot, ne fit pas un geste en réponse aux gracieuses avances qui lui étaient faites. « Papa dit que vous ne venez plus jamais nous voir, reprit Miss Oliver en relevant la tête. Vous êtes devenu tout à fait étranger à Valley Hall. Il ne va pas très bien ce soir et il est seul. Voulez-vous revenir avec moi pour lui rendre visite ?» « Ce n'est pas l'heure de déranger Mr. Oliver, répondit St. John. « Ce n'est pas l'heure, mais je vous dis que c'est justement le moment où papa a le plus besoin de compagnie. L'usine est fermée, il n'a plus rien à faire. Je vous en prie, Monsieur Rivers, venez. Pourquoi demeurez-vous dans une pareille réserve? Pourquoi êtes-vous si sombre ?» Elle rompit le silence dans lequel il s'enfermait, s'exclamant en secouant sa jolie tête bouclée comme outrée d'elle-même. « J'oubliais, je suis si légère, si étourdie. Veuillez m'excuser, je vous en supplie. Il m'était sorti de la mémoire que vous aviez de bonnes raisons pour n'avoir pas envie de prendre part à mon bavardage. Diana et Mary viennent de vous quitter. Moor House est fermé et vous voilà bien seul. Je vous assure que je vous plains sincèrement. Venez donc voir papa. » « Non, pas ce soir, Miss Rosamond, pas ce soir. » Mr. St. John parlait presque comme un automate. Lui seul savait l'effort que lui coûtait ce refus. « Eh bien, puisque vous êtes si obstiné, je vais vous quitter. Je n'ose rester plus longtemps, la rosée commence à tomber. Bonsoir. » Elle lui tendit sa main qui l'effleura à peine. « Bonsoir, » répéta-t-il d'une voix basse et creuse comme un écho. Elle partit, puis revint aussitôt. « Vous n'êtes pas souffrant ?» demanda-t-elle. Elle était bien fondée à poser cette question. Il avait le visage aussi blanc que la robe de la jeune fille. « Je vais très bien, » articula-t-il, et s'inclinant devant elle, il s'éloigna du portillon. Ils partirent chacun de leur côté, tout en descendant la prairie de son pas léger, telle une fée, elle se retourna 2 fois pour le voir. Lui, marchant d'un pas ferme et allongé, ne se retourna pas. Ce spectacle de la souffrance, du sacrifice d'autrui, m'arracha à l'exclusive méditation de ma propre souffrance, de mon propre sacrifice. Diana avait dit que son frère était inexorable comme la mort. Elle n'avait pas exagéré. Et c'est la fin du chapitre 31, pardon. J'oublie de vous dire. Ah, ces personnalités. Bien, bien, bien. Nous avançons. Pardon, mais c'est trop... Ça tire sur mon cuir chevelu, ça me fait mal. Pardon. Bon, cette lecture m'a plu, j'espère que vous m'avez entendu. Je ne vois même pas le micro, je ne sais pas où il est. Et j'ai peur que vous ne m'ayez pas du tout entendu là. Vous devez mieux m'entendre. Oh là là. Bon, je verrai bien. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre écoute. Faites bien attention à vous. Oui, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette lecture. Je viens de choisir mon prochain livre, en dehors de À la recherche, et plusieurs petits livres que je veux lire, mais la prochaine grande lecture, je viens de choisir. Voilà. Je vous remercie. Bon, peut-être que ça changera, mais comme je ne vous l'ai pas dit, c'est pas grave. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et à très bientôt. J'ai une autre lecture à faire ce soir. Merci encore.